Voilà, des images magnifiques qui nous ont été gentiment prêtées par l'équipe des Racines et des Ailes. Deuxième table ronde, donc, la Normandie et la mer. La Normandie, c'est, pour rappel, près de 640 km de côte, des ports commerciaux d'envergure internationale, on le verra, des sites touristiques maritimes dont la réputation, bien sûr, n'est plus à faire, une économie du littoral qui représente plus de 46 000 emplois, une zone maritime, la Manche, qui est l'une des plus fréquentées au monde. Et pourtant, on dit que la Normandie aurait trop longtemps tourné le dos à la mer, préférant peut-être privilégier son tissu rural. Alors qu'est-ce qu'il en est exactement? Comment mieux valoriser le littoral et ses richesses? Comment permettre à ces ports de rester leaders dans les échanges commerciaux? Toutes ces questions vont être débattues au cours de 2 mini-tables rondes. Première partie, première table ronde sur la Normandie et la mer, consacrée donc à ces activités portuaires, enjeux et stratégies des 2 grands ports maritimes de la Normandie, Le Havre et Rouen. Merci donc d'accueillir Paul Touret, le directeur de l'Institut ISEMAR, Institut supérieur d'économie maritime, expert des transports maritimes internationaux. Bienvenue. Hervé Martel, directeur général d'Aropa, Le Havre, Rouen, Paris. Stéphane Courcou, directeur général France de Bolloré Port. Et André Berne, directeur territorial et maritime Seine-Aval de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Messieurs, bienvenue pour vous interroger. Yann Bessoul, journaliste au service économique et social de Ouest France, grand spécialiste de la mer. Yann, tu as 50 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Messieurs, vous avez vu qu'il va falloir vous concentrer parce qu'on a un Emmanuel Chenu aujourd'hui particulièrement talentueux. La Normandie l'inspire. Un port de commerce, c'est une entité un peu mystérieuse pour les gens non avertis qui est difficile à pénétrer. Au loin, on voit des grues, des monstres d'acier qui sont en fait des portiques à conteneurs. On voit des fumées, signe d'une intense activité industrielle. On voit des wagons, des camions, des barges, des pousseurs, même encore des péniches. Ce que le grand public ne sait pas, c'est que les ports, ce sont les poumons économiques de la planète. Aujourd'hui, sans eux, l'activité humaine ne serait pas ce qu'elle est. Un chiffre, 80% des échanges internationaux passent par la mer. La Normandie a la chance d'avoir 2 grands ports maritimes sur son territoire. D'ailleurs, grands ports maritimes, c'est leur nom. Le Havre et Rouen. Le Havre est aujourd'hui numéro 1 du trafic de conteneurs en France, avec 2,25 millions de VP en 2015. Rouen est le grand des céréales en Europe. Dans un rapport récent, dont on parlera très certainement, on dit que 50 000 emplois sont portuaires et industriels au Havre et au Rouen, soit 12% des emplois de la région. Le Havre et Rouen, ce sont des ports anciens, qui ont une histoire, une tradition, sont des ports dynamiques qui ont réalisé au cours des 20-30 dernières années des investissements importants, mais Le Havre et Rouen doivent encore écrire leur histoire avec des enjeux importants. J'ai envie de donner en premier la parole à Paul Touret. Paul Touret est donc le directeur de l'ISEMAR, une structure qui s'intéresse au commerce international, qui publie des notes, des rapports. Paul Touret a de la hauteur, c'est quelqu'un qui connaît bien tout ce qu'on appelle le monde du shipping. Paul, j'ai envie de vous demander de nous faire un portrait très rapide du Havre et de Rouen dans le contexte français, mais également dans le contexte européen. Alors pour expliquer rapidement, Le Havre et Rouen sont une des façades portuaires françaises. Historiquement, avec Marseille, un certain duo national, une importance avec la spécialité qu'on connaît, et rappeler tout de suite que l'État français n'a jamais manqué d'investissement dans les ports normands. Ce qui fait que nos ports ont toujours été à la mesure des grands enjeux, depuis François Ier, mais aussi au XIXe siècle, les grandes zips industrielles qu'on connaît, les grands silos de Rouen, la conteneurisation, tout ça amenant nos 2 ports ensemble, à peu près, je regardais, j'ai déjà oublié, à la 6e, 7e, 8e place en termes de trafic cumulé des 2 ports à l'échelle européenne. Europe de l'Ouest, pour enlever les ports de Russie. Et en matière de conteneurs, Le Havre tout seul, à peu près à la 6e, 7e, 8e position, selon ce qu'on prend, en tout cas en termes de marché. Donc, alors, un point important pour la France,
toujours à relativiser au niveau de l'Europe, mais il faut bien voir que la France n'est pas, comme l'Espagne ou l'Italie, une péninsule complètement autonome du point de vue portuaire. Elle est située dans une grande concurrence. Et je crois qu'on prend les vieux ouvrages de géographie de la fin du XIXe siècle, on parle déjà de la concurrence des ports belges, à l'époque où il n'y avait pas une union douanière, hein, donc déjà des difficultés particulières. Mais en tout cas, c'est historique. On a des grands ports, deux grands ports au service de l'économie française, dans une situation de concurrence historique et qui se maintient, et ce qui oblige les deux ports à avoir du dynamisme et de lutter dans un champ concurrentiel très important. Alors pour les gens que ça intéresse, je signale que l'ISEMAR vient de publier, à l'occasion des premières assises de la Normandie, une note de synthèse justement sur Le Havre et sur Rouen. Hervé Martel, vous êtes le directeur d'Aropa Le Havre, on peut dire le directeur général du port du Havre. Vous êtes également le vice-président d'Aropa, donc je précise qu'Aropa est une structure qui a été créée en 2012, qui réunit les ports du Havre, de Rouen, de Paris, et qui réalise en 2015 un trafic global d'à peu près 91 millions de tonnes, je crois. Vous êtes également le président de l'Union française des ports, donc vous êtes un acteur engagé dans le milieu portuaire, vous connaissez très bien ses tenants et ses aboutissants. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous donner les enjeux stratégiques des ports du Havre et de Rouen dans un monde du shipping, vous me le disiez il y a encore quelques jours, qui bouge énormément actuellement? Oui, alors d'abord, enjeux régionaux, vous l'avez rappelé, 50 000 emplois. Un port, c'est à la fois un endroit où l'on décharge des navires, où l'on voit passer des marchandises, et c'est à la fois un endroit où l'on fixe de l'activité, que ce soit de l'activité industrielle ou de l'activité logistique. Sur ces 50 000 emplois, plus de la moitié sont liés à des entreprises qui sont sur les territoires du port de Rouen et du port du Havre. Et si ces entreprises sont là, c'est bien parce qu'il y a un port, parce qu'elles ont accès à ces solutions logistiques, et parce qu'on a une logique de cluster industriel, c'est-à-dire que ces entreprises, elles sont toutes au même endroit, et donc ça fonctionne en système. Ce système, ce qu'on s'est dit il y a 5 ans, c'est que c'était à l'échelle de l'axe Seine, ou en tout cas à une échelle commune Rouen-Le Havre, si on parle de Normandie, qu'il était pertinent de l'aborder. En France, Édouard Philippe disait ce matin, le port du Havre est le numéro 1, et je dis ça pour taquiner les Marseillais. Si on parle d'Aropa, indiscutablement, Aropa est le premier système portuaire français. Mais ce n'est pas vraiment ça qui compte. Ce qui compte, comme l'a rappelé Paul à l'instant, c'est à l'échelle européenne. C'est là que se joue la concurrence. Et là, on est numéro 5. Qu'on regarde les choses soit en global, soit en conteneur, on est numéro 5. Donc, un port qui est numéro 1 en France, alors numéro 1 en Europe pour l'exportation de céréales. Mon collègue Nicolas Auxy me rappelait ce matin qu'on exporte chaque mois l'équivalent de la valeur d'un Airbus A320 en céréales, en valeur, hein, en céréales par an. Premier port du monde pour l'exportation de vins et spiritueux. Donc un enjeu national pour les exportations et les importations au service de l'industrie française. Mais un jeu concurrentiel de plus en plus important, c'est très bien rappelé dans la note de décembre de l'ISEMAR. On n'a plus de marché captif en vérité, et on est dans une concurrence acharnée. Et là, si on regarde la rangée nord-européenne, on est dans la cour des grands, mais on est le 5e. On est parmi les plus petits de la cour des grands. Alors, nos atouts, on les connaît. On est pour Rouen, un port d'estuaire proche des marchés. Pour Le Havre, port 2000, une infrastructure exceptionnelle. Le premier port touché à l'import lorsque les navires arrivent d'Amérique ou d'Asie sur cette rangée nord-européenne. Le dernier port touché à l'export, dont des transit time, des temps de transport qui sont les plus compétitifs sur un certain nombre de marchés. La Normandie et l'Île-de-France, qui sont en Europe des marchés très importants. Et puis nos handicaps, ou les sujets sur lesquels nous devons travailler, eh bien, c'est les marchés plus lointains. Pour être un grand port aujourd'hui, il faut avoir des volumes importants dans un contexte où les armateurs sont de plus en plus, fusionnent, se rassemblent autour de grandes alliances, vous l'évoquiez tout à l'heure. Eh bien, il faut du volume, et pour avoir du volume, il faut aller chercher la marchandise plus loin, là où elle est. Et lorsque l'on dépasse 500 ou 600 km, eh bien, c'est en train qu'il faut aller chercher la marchandise. Donc un des enjeux pour nous, c'est vraiment la desserte terrestre de nos hinterlands. Un enjeu économique normand, mais des services proposés à l'ensemble des acteurs économiques du territoire français, et même au-delà, de la Suisse, du sud de l'Allemagne, du nord de l'Italie. On l'évoquera tout à l'heure, j'imagine, quand on parlera du fameux dossier Axe Seine qui intéresse tout le monde en Normandie. Stéphane Courcou, vous êtes le patron de Bolloré Port France.
Alors pour les gens qui peut-être ne connaissent pas forcément bien le monde du shipping, il y a plusieurs acteurs qui interviennent sur un port. Il y a bien sûr l'armateur qui arrive avec son bateau pour décharger sa marchandise. Et cet armateur a besoin d'un manutentionnaire pour manutentionner la marchandise. Donc Bolloré Port est installé à Rouen, mais dans bien d'autres ports français, surtout le littoral et particulièrement sur le littoral de l'Ouest. À Rouen, vous opérez des marchandises, ce qu'on appelle conventionnelles, mais vous opérez également des conteneurs. Le groupe Bolloré est un groupe international important, qui travaille notamment beaucoup sur l'Afrique, mais également en France. Qu'est-ce que ça représente pour un groupe comme Bolloré, une implantation portuaire? Alors Bolloré est aussi implanté au Havre, avec des terminaux pétroliers et de la logistique. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, une implantation portuaire en Normandie? Alors tout d'abord, je voulais vous dire que j'étais très sensible à cette invitation parce que je suis représentant du groupe Bolloré, qui est la première société bretonne. Donc après les échanges de ce matin, je trouvais ça extrêmement délicat. Le groupe Bolloré est très présent en Normandie. Il faut savoir qu'on a plus de 40 implantations. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a 2 grosses implantations logistiques entre Le Havre et Rouen. Sur le plan portuaire, on est implanté à Rouen, à Honfleur et à Cherbourg. Et au niveau de la logistique, distribution de carburant, on a ce gros projet Petroplus à Rouen et on est implanté sur plus de 40 sites entre Dieppe, Cherbourg et Alençon. Voilà. Donc pour nous, la Normandie, l'axe Seine, ce sont des enjeux extrêmement importants. L'axe Seine, c'est pour nous, c'est pour tous la voie naturelle à l'accès du plus grand marché d'Europe. Il faut être conscient que la Grande Île-de-France, c'est le premier marché d'Europe. Qu'elle a des atouts considérables avec en premier le port du Havre, le port 2000 qui a été construit maintenant il y a 10-15 ans et qui a tout à fait su répondre aux exigences de la nouvelle génération des porte-conteneurs. Il faut savoir qu'un porte-conteneur aujourd'hui peut transporter plus de 20 000 TEU et donc ce sont des moyens en matière d'infrastructure qui sont considérables et qui ont su être bâtis, construits au niveau du Havre. C'est aussi le port de Rouen qui est le premier port, au moins pour l'Europe du Nord ou de temps en temps pour l'Europe, pour les céréales, qui a su se développer et construire toutes les infrastructures nécessaires au cœur du marché céréalier et c'est une réussite exceptionnelle. André Berne, j'ai presque envie de dire que vous êtes un nouvel acteur portuaire. Vous êtes le directeur territorial et maritime de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Le rôle de l'agence, c'est un établissement public, hein. Le rôle de l'agence, c'est de veiller à ce que l'estuaire de la Seine, qui a un écosystème très riche, mais en même temps très vulnérable, continue à bien fonctionner. Et bien évidemment, le fonctionnement de cet estuaire peut être fortement impacté par tout ce qui est trafic portuaire, zone industrielle, zone logistique. Est-ce que, j'ai envie de vous poser une question immédiate, est-ce que développement industriel et environnement font bon ménage sur les rives de la Seine? C'est un sujet essentiel. Vous avez passé avant notre discussion un film tout à fait remarquable et très, très beau, des Racines et des ailes, qui montre une chose qui mérite d'être connue, c'est que la Normandie, aussi bien la basse Normandie que la haute Normandie, la Normandie réunifiée, est l'une des régions les plus riches sur le plan environnemental en France, et notamment dans sa partie aquatique. Il y a en gros en Normandie à peu près 50 000 km de rivières, il y a 200 000 hectares de zones humides, il y a 650, 700, alors on ne connaît pas exactement le chiffre parce que le chiffre a été revu récemment, mais kilomètres de côte, de littoral. Et puis au cœur de la Normandie, il y a un estuaire, j'ai apporté quelques diapos, peut-être qu'on peut les passer. Bien sûr. Un estuaire qui est l'estuaire de la Seine, qui n'a rien à envier sur le plan environnemental aux grands estuaires qu'on cite toujours en premier, la Loire ou la Garonne. Voilà, alors cet estuaire, c'est un estuaire qui est très marqué par l'activité économique, hein. Il y a des pôles industriels, il y a deux grands ports maritimes, mais aussi c'est un endroit qui est merveilleusement riche sur le plan environnemental. Et la question qui est posée, qui est celle donc de la bonne harmonie entre l'activité économique et l'environnement, elle est fondamentale parce que les
économie est là pour apporter un bien-être matériel, un bien-être économique à l'homme, mais l'homme ne vit pas aussi que de biens matériels. Il a aussi besoin d'eau de qualité, d'air de qualité, il a aussi besoin d'espace pour la récréation. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le développement durable. Alors nous, notre métier, avec tous nos partenaires, et les grands ports en font partie, c'est de faire en sorte que ce développement durable soit une réalité concrète, que ce ne soit pas simplement sur le papier, c'est-à-dire qu'on puisse continuer à progresser sur le plan économique, mais aussi qu'on puisse progresser aussi sur le plan écologique. On va y revenir parce que de toute façon, je pense que les ports ont aujourd'hui un rôle quelque part d'aménageur. Donc je pense qu'on reviendra sur cette question tout à l'heure. Hervé Martel, je m'adresse à vous. En juillet, deux députés, Valérie Fourneron et Gérard Révet, ont rendu un rapport demandé par le gouvernement en décembre 2015 sur le fameux axe Seine. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On sait aujourd'hui que Le Havre et Rouen, leur hinterland, leur terrain de jeu, si on peut dire, est connu. Le Grand Ouest, la Normandie, l'Île-de-France. Vous me disiez, quand on a préparé ce débat, qu'aujourd'hui, en fait, il fallait aller voir plus loin. Alors, est-ce que des ports comme Le Havre et Rouen, et Le Havre particulièrement pour le conteneur, peuvent effectivement aller chasser sur les terres, on ne va pas dire d'Anvers ni de Rotterdam, parce que ce sont des géants, mais est-ce qu'ils peuvent aller chercher du trafic ailleurs que dans leur hinterland, ou alors est-ce que, quelque part, ils sont condamnés à être des ports suprarégionaux ? Vous seriez surpris si je répondais que c'est la deuxième option que nous retenons, mais en fait c'est les deux. C'est-à-dire qu'il faut aller à la fois regarder ce qui se passe à proximité et sur nos territoires, et à la fois aller chercher plus loin. Le rapport de M. Révet et de Mme Fourneron, c'est un rapport qui a été remis en même temps que d'autres rapports de parlementaires sur l'ensemble des façades, et qui finalement, l'ensemble de ces rapports propose répertorie l'ensemble des mesures que la sphère publique pourrait prendre pour développer les ports. Précisez que c'est un rapport qui fait consensus. Ça fait consensus, oui. Ça fait consensus à la fois au niveau national, où on retombe sur les mêmes problématiques, et puis vous n'avez pas échappé que ce sont des parlementaires à chaque fois, sur chaque façade ou sur chaque axe, qui sont de couleurs politiques différentes. Ça fait consensus. Autour d'un certain nombre d'axes. D'abord sur la question du modèle économique des ports. Et le dernier comité interministériel de la mer a pris des mesures pour augmenter les dotations de l'État pour notamment financer les dragages, qui sont une dépense importante pour les ports. La question du modèle économique des ports, de leur capacité à financer le développement de l'activité, et donc à proposer aux entreprises privées qui s'implantent sur nos territoires des conditions favorables de développement, c'est un premier axe. Il y a un deuxième axe sur nos territoires, c'est que nos territoires soient compétitifs pour accueillir des industries, pour accueillir de l'activité logistique, et ça c'est fondamental. En matière de foncier notamment. En matière de foncier, en matière de prix du foncier, en matière de procédures administratives, en matière de délai pour implanter des entreprises. À côté de moi, un chef d'entreprise qui pourra vous dire qu'on n'est pas si mauvais que ça, mais que dans d'autres pays ça peut aller plus vite, ça peut parfois être plus facile. Et puis l'enjeu majeur, effectivement, si on veut être un grand port à l'échelle européenne, l'Île-de-France a beau être le premier marché européen, ça ne suffit pas à faire un grand port, et donc il faut absolument aller chercher de la marchandise plus loin. Une des grosses difficultés, un des gros points je ne vais pas parler de points faibles, mais des gros axes de progrès en France, c'est le fret ferroviaire. Ça fait des décennies qu'on en parle. Et donc il y a un enjeu très très fort. Là encore, des décisions ont été prises sur le territoire normand. C'est la ligne Serqueux-Gisors, c'est une ligne dédiée au fret qui va être électrifiée, donc remise en service. Ça fait longtemps qu'on en parle quand même. Ligne alternative, oui, mais il y a une DUP qui a été signée au mois de décembre, au mois de novembre. Donc là, on en parle pour de vrai. Et je crois que c'est vraiment très important pour nous. C'était un élément indispensable. Ce n'est pas uniquement une question d'infrastructure. Il faut vraiment travailler avec SNCF Réseau, travailler avec l'ensemble des opérateurs pour que sur le réseau existant, il y ait des sillons, c'est-à-dire qu'il y ait de la capacité qui soit offerte aux trains de fret, et ensuite que les opérateurs puissent proposer effectivement des offres de services sur des destinations lointaines, vers l'Allemagne, vers la Suisse. On y travaille très activement avec des acteurs du transport ferroviaire. Stéphane Courcou, vous êtes un chef d'entreprise, comme vient de le dire Hervé Martel. Vous me disiez quelque chose d'assez drôle l'autre jour. Vous disiez entre Rouen et Le Havre, il y a 2 douanes. Est-ce que vous, dans votre... c'est une image, bien sûr. Est-ce que vous, dans votre quotidien de chef d'entreprise, vous ressentez toutes ces problématiques qu'on connaît, particulièrement sur l'administratif ? C'est réel qu'il y a une complexité administrative au niveau de la France.
tous ces points sont très bien relevés dans le rapport Revet-Fournéron. Et je crois que c'est première qualité de ce rapport, c'est qu'il a défini le consensus entre nous tous. Et je crois qu'aujourd'hui, entre le public et le privé, entre les administrations et les politiques, entre la région et l'État, le consensus est défini dans ce rapport. Alors, le point de l'administration est évidemment relevé. En effet, aujourd'hui, quand vous chargez un conteneur à Rouen, c'est plus facile sur le plan administratif s'il transborde à Rotterdam qu'au Havre, donc c'est quand même pas tout à fait normal. Le deuxième point le plus important, et Hervé Martel en parlait, c'est aujourd'hui une situation défavorable, pour ne pas dire une situation d'échec de la connexion du Havre avec son hinterland. Alors il y a la réalité au niveau du ferroviaire. La dernière décision concernant le contournement de Gisors est une très bonne décision. Il faut aller plus loin. C'est vrai que ce n'est pas seulement l'Île-de-France. L'Est de la France ou le Sud de Paris pourrait très bien être connecté par voie ferroviaire de façon plus satisfaisante. Et puis il y a tout le sujet de l'axe Seine, la Seine elle-même, qui est aujourd'hui très mal exploité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au Havre, à peu près 7 à 8% des conteneurs sont transbordés sur des barges, quand on est à peu près à 40 au niveau d'Anvers. Tout ça parce que les options, et c'est bien relevé dans le rapport Fournéron, les options qui ont été retenues de la construction du terminal multimodal du Havre, qui est un terminal déporté, ne répond pas à la problématique et ne répond pas à l'exigence du marché. Terminal qui a été inauguré en juin ou en juillet, voilà. Non, c'est ça. Et qui a représenté un investissement de l'ordre de 140 millions d'euros. Il faut savoir qu'à Anvers, à Rotterdam ou dans 90% des ports du monde, les conteneurs sont transbordés sur des barges à partir du terminal maritime. L'option de déportage d'un terminal, c'est 2 à 3 jours de perte en termes de transit time, c'est le doublement des coûts en matière de coûts de passage au niveau du port du Havre, et ça c'est un vrai frein au développement de l'axe Seine, et ce qui est aujourd'hui un constat regrettable et sur lequel il faut travailler, comme le dit très bien le rapport Revet-Fournéron. Paul Touré, le géographe et l'historien, entre guillemets, de tout ce monde maritime. On parle d'Hinterland, on sait qu'Anvers et Rotterdam, pour ne citer que ces deux ports, sont très en avance sur le Havre et Rouen. Mais ça se construit un Hinterland. Est-ce qu'il y a d'autres ports qui ont les mêmes difficultés que le Havre et Rouen en Europe ? En fait, il faut revenir en arrière, et les plus anciens se souviennent peut-être notamment au Havre d'une publicité qui traînait dans la presse maritime, qui montrait le port du Havre et marqué 200 km Paris. Parce qu'on a construit les ports en France, parce que les ingénieurs des ponts, parce que le corps d'État spécialisé dans les ports, parce que l'administration centrale, parce qu'aussi les chargeurs l'ont voulu, parce que les grands armateurs, notamment CGM à l'époque, qui était comme la Delmas ici, s'est dit il faut des ports d'infrastructure pour faire un transit très rapide. Une évidence portuaire, c'est proche de Paris, etc. Et tout ça, ça a changé parce que depuis 20 ans, les flux ont changé. Vous allez dans vos supermarchés, vous retournez, vous allez le voir dans 2 semaines, vous allez toucher pas mal de cartons d'emballage et vous allez voir les provenances. Et quand vous allez régulièrement dans les centres de distribution, je parle du sport, je parle du bricolage, je parle de la grande distribution, de tous les produits qui sont aujourd'hui d'Asie. On l'a dit tout à l'heure, pour la personne qui a importé des mugs. Les mugs viennent d'Asie parce qu'on les trouve à 10 centimes, etc. Et aujourd'hui, l'évidence portuaire, elle n'existe pas. C'est-à-dire que les chargeurs, ils sont confrontés à un certain nombre de processus maritimes, portuaires, intérieurs, qui favorisent un certain nombre de ports pour des arbitrages économiques. Les chargeurs, pour les gens qui ne connaissent pas forcément le monde maritime, ce sont en fait les clients des armateurs qui font transporter leurs marchandises sur des bateaux. Voilà, qu'ils soient exportateurs de pulls ou importateurs de mugs. Et ces gens-là, en fait, ils sont confrontés donc à une grande concurrence. Et en fait, nos ports normands à nous, un petit peu Marseille aussi, pour donner une illustration, c'était un couteau, un très beau couteau, mais qui servait qu'à couper. Et aujourd'hui, un port moderne, c'est un couteau suisse. C'est un couteau suisse, vous trouvez une cuillère, une fourchette, etc. Et en fait, ça veut dire qu'il nous faut... On a une belle photo qu'on a vue traîner, que nous, on avait devant nous, je ne sais pas si vous l'aviez, avec le pont de Normandie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des terminaux, port 2000, il faut... Vous allez voir, on va manger dans pas longtemps. Avec notre couteau suisse. Et en fait, ça veut dire qu'il faut des terminaux, il faut des zones logistiques, il faut des solutions ferroviaires, il faut des voies ferrées, il faut des solutions fluviales, il faut des canaux, il faut des écluses, etc. Et c'est ça un port moderne. Et en partie, pour des raisons historiques, la France n'a pratiquement pas peu ça, et elle est en train de le faire au Havre comme à Marseille. On est en train progressivement d'acquérir notre couteau suisse. Notre couteau suisse pour aller manger en Lorraine, en Alsace, en Allemagne du Sud, en Suisse, etc. Pour aller manger d'ailleurs des denrées qui bien souvent peuvent arriver en conteneur. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Hervé Martel? Vous êtes un couteau suisse ou pas encore? Oui, je suis forcément d'accord. Enfin, on a notamment mis en place Aropa il y a 5 ans dans cette logique-là, en fait. La logique, c'est qu'on a besoin d'infrastructures, c'est une évidence, mais ce dont ont besoin nos clients, ce sont des services qui sont basés sur cette infrastructure, mais ce sont des services
assez complexes qui font intervenir de très nombreuses entreprises. Et donc c'est une sorte d'écosystème, enfin de système en tout cas, qu'il nous faut gérer et promouvoir. On a aussi en France cette habitude de faire du French bashing, enfin, ou de l'autoflagellation, là où nos concurrents directs sont toujours à vendre leurs points forts. On a tendance à se focaliser sur les points faibles en France. Il faut, nous, gestionnaires, que nous analysions nos points faibles et que nous en faisions des axes de progrès. Mais on a aussi beaucoup d'atouts dans nos ports. Et je crois que nos clients le reconnaissent, puisque on le dit pas assez souvent, mais on reprend des parts de marché trop lentement, mais depuis quelques années, on reprend des parts de marché sur l'axe Seine par rapport à nos grands concurrents du nord de l'Europe. Puisque j'ai la parole, on parle beaucoup de Rouen et du Havre. La Normandie, un peu de Paris. Voilà, on peut parler de Paris, mais puisque ce sont les assises de la Normandie, je voudrais dire que la Normandie, c'est aussi une diversité de ports plus petits, Dieppe, le Tréport, Caen, Ouistreham, Cherbourg, qui font qu'on a un système portuaire assez complet. Et je crois qu'il ne faut pas les oublier. On a signé avec eux des conventions de partenariat entre Aropa et ces ports-là. Ça fait de la Normandie un système portuaire un peu plus complet que les seuls ports de Rouen et du Havre. Mais on voit le... Oui, allez-y, Stéphane Courcouille. Non, je voulais juste dire que l'absence du coteau suisse aujourd'hui fait qu'il y a à peu près autant de conteneurs qui sont traités à destination de l'Île-de-France, à Anvers ou Rotterdam qu'au Havre. Alors que la voie naturelle est évidemment de passer par le Havre. C'est, en termes d'emploi, on dit 1 million de conteneurs, c'est à peu près 66 000 emplois. C'est des millions de mètres carrés de plateformes logistiques qui pourraient être construites en France. Alors certains peut-être y seraient défavorables, mais je pense que c'est aussi positif en termes d'investissement et d'emploi. Ce sont des enjeux extrêmement importants sur le plan économique et en particulier pour la Normandie. Oui, effectivement, c'est tout à fait exact. Hein. Sur l'Île-de-France, on a un peu plus de la moitié des parts de marché. Le reste, ça nous arrive par Anvers. Et quand on regarde en détail, une grosse partie de ces marchandises, en fait, elles passent par un entrepôt qui est au Benelux. 1000 emplois, c'est un emploi, 1000 conteneurs, c'est un emploi sur le port, et c'est 3 à 4 emplois dans la logistique. Donc il y a un enjeu en termes d'activité économique très fort. L'enjeu est moins aujourd'hui sur les quais que dans les entrepôts. L'enjeu, c'est d'avoir des organisations logistiques qui sont sur nos territoires. Et c'est exactement ce que vient de dire mon voisin de gauche. Et le groupe Bolloré est très bien placé pour le dire, puisqu'il vient d'investir sur le port du Havre dans une capacité d'entrepôt très significative. Enfin, il est en train d'investir, les entrepôts sont en cours de construction. On a une inflexion très forte, même une rupture par rapport à ce qui s'est passé au cours des décennies précédentes. On a aujourd'hui un élément de la stratégie de développement d'Aropa avec les investisseurs privés, bien entendu, c'est d'avoir des entrepôts, c'est de fixer de l'activité logistique sur les ports. La première destination d'un conteneur maritime, ce n'est pas le consommateur à Paris, c'est l'entrepôt dans lequel on va gérer la logistique pour la zone Europe, souvent, pour une grosse partie de la zone Europe. Et donc la stratégie de développement, ce n'est pas uniquement des chaînes de transport qu'on doit faire basculer, c'est parfois des chaînes de transport, mais très souvent, ce sont des organisations logistiques. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Groupe Bolloré est prestataire pour ses propres clients, et il sait très bien que changer une organisation logistique pour un client, ça prend des années, et il faut démontrer qu'on gagne de l'argent, on dépense moins d'argent en tout cas, en optimisant ces solutions. On y travaille avec nos partenaires logisticiens, mais c'est une démarche de long terme, ce n'est pas quelque chose de simple et d'immédiat. On voit bien les enjeux, et notamment en matière d'emploi, les chiffres sont assez impressionnants. Donc ça veut dire que de toute façon, une certaine partie du plan Axe Seine va nécessiter des investissements, des infrastructures. Je reviens un peu vers vous, André Berne. Comment on peut continuer à structurer, on peut continuer à créer. Donc on voit qu'on va créer de l'emploi, mais ça passe avant tout en créant des outils. Comment on marie les deux? Je reviens un peu à la question première. Parce qu'Hervé Martel disait qu'aujourd'hui les ports ont quand même dans leur viseur cette obligation environnementale, ce qui n'était peut-être pas vrai il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Il y avait une sensibilité sur l'environnement qui était moindre. Maintenant, vous me disiez, nous sommes des aménageurs responsables. Alors, est-ce que oui, est-ce que les ports sont des aménageurs responsables? Est-ce que dans les futures structures à créer, vous allez bien vous entendre avec eux? Oui, alors, après le dessin de Chenu, j'avais préparé quelques diapos. Il y a plusieurs sujets sur l'axe Seine qui nous préoccupent. Donc la diapo suivante. Bon, elle ne vient pas. Il y a d'abord la question de la pollution. Vous savez qu'on vit donc sous
le régime d'engagement. La France a pris des engagements vis-à-vis de l'Europe, et notamment dans le cadre d'une directive qui s'appelle la directive 4 sur l'eau. Et ce serait vraiment bien si la personne qui gère le diaporama pouvait passer la diapo suivante. Ouais, sur l'estuaire de la Seine. Sur l'estuaire de la Seine, parce qu'il se trouve que, voilà. Alors cette photo est intéressante parce que donc, nous sommes engagés à rendre la Seine au bon état écologique d'ici à 2027. Or, la situation actuellement n'est pas très favorable. Vous voyez qu'il y a 3 masses d'eau qui s'appellent HT01, HT02 et HT03. HT, ça veut dire H, c'est la région H. Voilà, la Seine-Normandie, c'est la région H. T, c'est les eaux de transition. Ce sont donc des eaux... c'est là où ça ne va pas, quoi. C'est là où ça ne va pas. Et vous voyez que c'est rouge. Et on voit bien d'ailleurs le panache de la Seine, puisque avec la circulation de la Manche, il s'étend plutôt vers le nord. Donc il faut que nous nous sommes engagés à ce que ça devienne vert. Et donc il y a quand même du travail. En 2025, c'est ça, non? 2027, oui, 2027. tout à fait. Et il y a donc du travail, et donc il y a du travail d'abord sur la question des pollutions. Donc c'est les diapos d'après, sur lesquels la situation a bien progressé, mais il y a encore beaucoup de sujets, notamment à la fois, alors ça c'est l'usine d'eau potable de Norville. Donc c'est une usine qui est très importante pour l'activité industrielle, parce qu'elle produit de l'eau industrielle qui va alimenter les industries, notamment du port du Havre. Elle était faite ici pour soulager les captages d'eau, je dirais, plus nobles, entre guillemets, qui servent à l'eau potable. Là, on prend de l'eau directement dans la Seine. Mais cette usine elle-même est source de pollution. Donc c'est un sujet qu'on doit régler. Ça, c'est une pollution industrielle en amont de Rouen. C'est une photo qui est récente, hein. Il y a encore ce type de choses qui existent. Voilà, donc il y a la question des pollutions industrielles. On a fait beaucoup de progrès, mais il y a encore un long chemin à faire. Il y a la question aussi des pollutions urbaines. On est en voie de progression. Là, c'est un déversoir d'orage qui fonctionne lorsqu'il y a des pluies intenses. Donc on voit, ça, ce sont des eaux qui sont non traitées, qui vont directement dans la Seine. Donc ça, c'est le premier sujet à régler. Et puis, donc il y a le sujet dont vous parlez, qui est la consommation de l'espace. Parce que l'espace n'est pas infini quand même, malgré tout. En bon sens, Normandie. Et il faut veiller, notamment lorsqu'on va faire des nouvelles plateformes, à ce que cette consommation soit minimale, pour préserver le reste, la place importante pour l'environnement, pour la nature. Et il y a une chose qu'il faut vraiment mettre en place, c'est ce qu'on appelle la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. À chaque fois qu'on va souhaiter faire un investissement, il va d'abord falloir se poser la question de savoir comment on le fait, où on le fait, à quelles conditions on le fait. Et puis si vraiment il est indispensable, il faudra réduire ces impacts et éventuellement compenser des pertes de biodiversité. Il y a une loi qui vient de sortir qui est extrêmement importante, et la France et la Normandie est encore l'un des endroits en France où il y a une biodiversité magnifique. On voit tous ces... Ce qu'a fait un peu le Havre avec Port 2000, non? Ce qu'a fait un peu le Havre avec Port 2000, avec la création de l'îlot. Oui, effectivement, le port du Havre a fait des choses excellentes, l'îlot notamment qui est fait dans l'estuaire de la Seine. Mais il faut continuer sur cette voie. Voilà. Hervé Martel, vous êtes des gros propriétaires fonciers, en fait, les ports. Vous avez une réserve foncière qui est très importante. Donc j'imagine que tout ce questionnement, vous l'intégrez au moment de viabiliser des terrains pour installer une zone logistique ou une industrie. Oui, alors on l'intègre, et plus aujourd'hui que par le passé, je le concède. L'autorité environnementale, d'ailleurs, qui a évalué nos projets stratégiques, a salué une évolution significative du positionnement. Et on l'intègre, j'allais dire, on l'intègre pas sous la contrainte. On a longtemps considéré que la protection de l'environnement, les ingénieurs des ponts, pour reprendre une marotte de mon voisin de droite, ont considéré que c'était des bétonneurs, et les défenseurs de l'environnement, c'était des empêcheurs de bétonner en rond. Je crois qu'on n'est vraiment plus dans cette logique-là, notamment depuis la loi de 2008, pour une raison simple, c'est que les réserves foncières, c'est l'actif le plus important pour une autorité portuaire. Qu'est-ce que le Havre, en termes de réserve? Le développement des décennies qui suivent se fera sur les réserves foncières ou ne se fera pas. Et un certain nombre de ports sont coincés en Europe et dans le monde parce qu'ils n'ont plus de réserves foncières. Et donc l'utilisation parcimonieuse et optimale de nos réserves foncières, c'est à la fois un enjeu de protection de l'environnement et un enjeu de développement économique de nos ports. Et donc on a effectivement, on applique de façon très claire la doctrine éviter, réduire, compenser. Éviter, ça veut dire reconstruire le port sur le port lorsque c'est possible. Et le meilleur exemple au port du Havre, c'est l'implantation des usines de construction d'éoliennes en mer,
qui aurait pu se faire sur un espace à urbaniser et qui, de fait, se fera sur une friche portuaire reconvertie. Donc on évite d'urbaniser des nouveaux espaces. Réduire et compenser, on le fait tout le temps. Donc notre projet stratégique, c'est finalement la recherche d'une optimisation entre l'urbanisation d'espace, le moins possible pour garder le plus possible de réserves pour l'avenir, et puis compenser. La réserve naturelle de l'estuaire, elle est financée essentiellement par les crédits que le port du Havre lui donne en mesure compensatoire d'investissement qu'il a fait par ailleurs. Donc on est à la fois propriétaire foncier de réserves foncières et d'espaces portuaires, on est aussi propriétaire de la réserve naturelle en l'occurrence, et on est le premier financeur des mesures d'environnement et de gestion de ces espaces naturels. On a une idée de ce que ça globale, on a une idée de ce que ça représente la réserve foncière aujourd'hui des trois ports d'Aropa, Paris, Le Havre et Rouen. Alors c'est difficile de parler en réserve foncière. La propriété foncière, c'est 10 000 hectares pour le port du Havre, sur l'estuaire de la Seine. À peu près la moitié sont urbanisés aujourd'hui. Est-ce que le reste, c'est de la réserve? Non, parce que dans ce reste, il y a une partie qui sera un jour urbanisée pour faire du développement économique, et il y a une partie qui sera un jour sanctuarisée et qui rejoindra la réserve naturelle. Donc on ne peut pas, sur le long terme, parler de réserve foncière. Ce que l'on fait, c'est par période de 5 ans d'identifier les terrains que l'on envisage d'urbaniser, en ayant optimisé leur localisation et prévu la compensation lorsque ces aménagements conduisent à détruire des espèces. Oui, Stéphane Courcou. Oui, au niveau de la valorisation des espaces fonciers, je crois que de construire de nouvelles plateformes logistiques sur les réserves foncières de l'axe Seine ou construire un accès direct à Port-de-Mille par une chatière ou par un autre vecteur répond évidemment à une problématique économique, à une problématique d'emploi, mais répond surtout à une problématique environnementale. Aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire que 85% des conteneurs repartent sur l'Île-de-France ou leur marché final par la route, ou que 100% des conteneurs qui viennent d'Anvers, et c'est une grande partie des conteneurs qui viennent sur l'Île-de-France, passent par la route. On est dans l'empreinte carbone. Donc c'est ce développement du foncier qui doit permettre un basculement vers le multimodal, vers le chemin de fer et vers le fluvial, qui aura un impact environnemental aussi positif. Paul Touré, est-ce que on a presque envie de dire que nos ports normands sont des bons élèves, même si ce n'est pas forcément partagé par tout le monde. Est-ce que dans le monde ailleurs, on a le même souci de la problématique environnementale ? Alors, il faut bien comprendre, encore une fois, je vais faire l'historien et le géographe, je suis un peu désolé. En Europe du Nord, on a un vrai problème ancien, c'est la confusion des activités qui fait que les espaces naturels sont très rares. Aux Pays-Bas, en Allemagne du Nord. Donc, en général, les arbitrages ont été relativement faciles. On a bétonné pour l'agriculture, l'industrie, les ports et l'urbanisation depuis 40 ans. En France, je m'en prends à la datar, mais vous ne le répéterez pas, dans les années 60, quand on a taillé la côte des ports français, on leur a fait des territoires immenses. Et comme le développement économique des ports français a été ce qu'il a été, on se retrouve aujourd'hui avec un verre à moitié vide, à moitié plein. À moitié plein par les activités portuaires, à moitié vide par le rien. Et le rien, dans les années 90-2000, est devenu une formidable réserve environnementale. Et donc aujourd'hui, c'est une vraie question, mais qui est au centre, et on l'a traité à l'ISEMAR il y a quelques mois, c'est les ports sont-ils des dépositaires des espaces naturels ? La réponse est non. On n'a pas fait nos ports pour faire des dépositaires d'espaces naturels. Mais comme ils ont une côte trop large, aujourd'hui, on va faire un arbitrage. Et ici, ça le représente très bien au Havre, puisque vous voyez bien les espaces portuaires, et puis les espaces naturels, et puis les espaces à développer. Un arbitrage qu'il va falloir faire, en prenant aussi compte, évidemment, du fleuve et de la préservation du fleuve, et le débat que vous avez sur la Seine, on l'a sur la Loire aussi, d'ailleurs, à ce titre-là. Et donc, c'est une vraie question. C'est qu'aujourd'hui, nos ports sont aujourd'hui responsables d'un espace naturel auquel les populations sont très attachées, parce que comme en Europe de l'Ouest, il reste pratiquement plus que les zones humides sanctuaires à sanctuariser, on est aujourd'hui dans une espèce de débat, et d'ailleurs qui doit progresser sur la fonction qu'on doit attribuer à l'espace urbain, à l'espace portuaire, à l'espace naturel dans nos territoires. Bien, messieurs, je vous remercie. Il nous reste 5 ou 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Il y en a eu au moins une. Bonjour, docteur Saladin, conseiller municipal en charge de l'innovation et de la prospective à la ville du Havre. Je voulais m'adresser à l'agence de l'eau. Je voulais savoir de quoi était constituée la pollution qui semble évoquée sur tous les dessins rouges, toute la zone rouge que vous avez montrée sur votre carte.
Elle est constituée de quoi? De nitrates, de pesticides, quelle en est la composition chimique? Oui, enfin, c'est essentiellement des pollutions classiques, hein, de type, alors à la fois des pollutions de type microbiologique et puis ce qu'on appelle de la pollution organique. Donc, bon, tout à l'heure, Chenu me mettait plein d'équations autour de la tête, mais moi je m'excuse, c'est un peu technique, mais ce qu'on appelle de la DCO, de la DBO, donc qui va consommer de l'oxygène de l'estuaire. Bon, les nitrates, ils viennent surtout de l'amont du bassin, enfin de tout le bassin. Hein. On est encore à des niveaux très forts. Les phytosanitaires, on en trouve à des concentrations par contre très faibles. Ça, c'est lié aussi au fait qu'il y a quand même un débit assez significatif sur la Seine. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Encore une question? Oui, monsieur, derrière. Oui, là-haut aussi, après, pardon. Pierre Dieu-Lafay de l'association Écologie pour le Havre. Ma question s'adresse surtout à monsieur Martel, mais j'aurais pour exemple aussi l'activité de Bolloré. Quand Bolloré s'installe sur une zone logistique, la compensation environnementale de ce qui sera détruit est déjà prise en charge par avance par le GPMH. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand les destructions arrivent, on est encore en train de chercher des zones de compensation. Donc je voudrais savoir, monsieur Martel, si vous avez un portefeuille de compensation possible pour les implantations. Oui, alors effectivement, quand Bolloré s'installe sur un terrain que le port a planifié quelques années avant comme étant un terrain à vocation logistique. Et en fait, on a recherché à optimiser pour que Bolloré puisse implanter son entrepôt à un endroit où ça fonctionne, parce que si je le mets très loin du port, ça ne marchera pas. Donc il faut que ce soit proche des terminaux, proche de la plateforme multimodale, proche d'un certain nombre de services. Voilà. Et c'est un service que nous proposons à nos clients que d'avoir un terrain où les mesures compensatoires, où déjà l'analyse des espèces qui préexistent sur ce terrain, elle est faite. Il faut 1 an, il faut 4 saisons pour bien connaître les enjeux environnementaux qui existent sur un terrain. Donc si on ne l'a pas fait avant, eh ben, c'est déjà 1 an de délai de plus pour Bolloré le jour où il doit faire son projet. Donc voilà. Donc nous, quelque part, on pèse les enjeux de politique publique entre l'espèce qui est l'homme au travail, le salarié de Bolloré qui va bosser, le développement économique, et la destruction d'espèces protégées. Et on essaye d'optimiser ça dans le cadre de plusieurs politiques publiques. Et ensuite, on propose un service à notre client, qui sera Bolloré ou Panhard ou un autre, qui est de dire, voilà, sur ce terrain-là, on connaît déjà ce que sont les enjeux environnementaux, on sait comment les compenser, et on sait comment les compenser, notamment sur notre territoire. Donc on propose comme un service et comme une simplification administrative, je parlais tout à l'heure de compétitivité de nos territoires, ça en fait partie, on propose au client qui va venir s'implanter, et ensuite ça va dépendre de son projet. Donc c'est lui qui va demander les autorisations de loi sur l'eau, les autorisations ICPE. Donc on ne peut pas faire tout le travail en amont, mais tout ce qui peut être fait en amont, j'allais dire en prêt-à-porter, on le fait. Et tout ce qui relève du sur-mesure, eh ben c'est l'entreprise qui s'implantera qui le fera. Voilà. Allez, on va prendre une dernière question avec là-haut. Si une hôtesse voulait bien monter quelques marches, voilà. Ah, c'est le mauvais côté, c'est pas grave. Voilà. On va se passer le micro, comme la quête. Merci. La France vient de lancer la réalisation ou l'amélioration de l'axe Paris-Port du Nord avec le canal Seine-Nord. Le Havre, le trafic conteneur du Havre vers l'agglomération parisienne ou l'Île-de-France laisse au port du nord de l'Europe 50% de ce trafic. On peut imaginer que l'amélioration du réseau entre l'Île-de-France et les ports du Nord va faciliter la part des ports du Nord dans le trafic au détriment du Havre. C'est quoi la cohérence qu'on a là? À qui s'adresse votre question? Qui veut bien y répondre? Moi, Hervé Martel peut-être? Je ne sais pas quel est le meilleur interlocuteur à la matière, mais il me semble que stratégiquement, ou alors il y a une réponse qui existe, qui est connue, ou alors stratégiquement on a quelque chose d'incohérent.
Hervé Martel, Stéphane Courcou, Paul Touré? Non, mais je crois qu'il ne faut pas opposer les différents projets. La position, vous connaissez la position exprimée par les acteurs économiques normands sur le canal Seine-Nord, je ne vais pas y revenir. C'est laquelle alors? Ils considèrent que c'est, très honnêtement, que ce n'est pas forcément une opportunité extraordinaire. Ce n'est pas en allant s'approcher des marchés qui sont les plus proches de ports concurrents qu'on va gagner le plus facilement des parts de marché, mais que ce n'est pas non plus forcément une menace extrêmement importante. Voilà. C'est pas un peu langue de bois, ça? Non. Ou langue de flotte? Non, je ne crois pas. En revanche, ce que disent les acteurs économiques du territoire, ah bon, à ce point. Ce que disent les acteurs économiques du territoire, c'est qu'il ne faut pas opposer les projets, mais il ne faut pas non plus oublier le vrai axe qui est un axe stratégique pour nous, c'est un axe est-ouest, c'est un axe qui va pénétrer l'Hinterland, qui va aller vers la Suisse, qui va aller vers l'Allemagne, vers l'est de la France, vers Lyon, vers le nord de l'Italie. Et c'est là qu'on doit avoir une politique plus agressive, une politique de développement plus agressive pour aller chercher des marchés. Donc il ne faut pas opposer le canal Seine-Nord et l'axe Seine, mais il ne faut pas qu'en décidant de faire le canal Seine-Nord, on oublie l'axe Seine. Je crois qu'aujourd'hui, cet équilibre, il est trouvé. Allez, Paul Touré pour la conclusion. Non, et on passera. C'est simple, moi je ne vais pas faire de langue de bois. On ne gagne pas des parts de marché de 200 km autour d'un port. Le canal Seine-Nord, c'est très bien pour faire un peu plus de grains vers le sud ou vers le nord, pour les ports de Dunkerque et des céréales, un peu de logistique. Le combat, il n'est pas là. Le combat, comme dans tous les ports du monde, il se fait dans les Hinterlands à 1000, 1500, 500 km. Donc avec du ferroviaire, avec des choses comme ça. Aller gagner 200 km, alors après, qu'on veuille gagner de l'emploi, qu'on veuille des choses, il faut être honnête, il faut le dire, c'est sur la longue distance, et d'ailleurs tous les rapports parlementaires n'ont parlé que de ça, on parlait de longue distance, d'infrastructures et de marchés éloignés. Merci Paul Touré, Hervé Martel, Stéphane Courcou, André Berne et Yann. Merci pour votre participation. On va passer à la suite de ces assises. Vous pouvez les applaudir, car c'est pas facile toujours de garder la parole, notamment quand on peut être perturbé par quelques dessins d'Emmanuel, très en forme aujourd'hui. Je vous le disais, avant de passer à la seconde table ronde, je voudrais vous montrer quelques images du film sur les assises de l'économie de la mer qui se préparent et qui auront lieu au Havre, donc en novembre 2017, le 21 et le 22 novembre prochain, une date à noter sur vos agendas. Voici quelques images et on se retrouvera après. Organisé, je le précise, par l'hebdomadaire Le Marin. Voilà, on va continuer à bouger et à parler notamment de la mer. La mer, je vous le disais, ce sont des ports, des infrastructures, des échanges commerciaux. C'est aussi la pêche, on le sait un peu moins concernant la Normandie, qui est la première région française pour les coquillages. Concernant l'économie de la mer, on pourrait aussi parler des courses comme la Jacques Vabre, les énergies marines renouvelables ou encore les constructions navales. Coup de projecteur sur cette Normandie maritime avec donc Yann Hervé de Rouec, que j'appelle à nous rejoindre, directeur général de France Énergie Marine. Monsieur de Rouec, bienvenue. Christophe Chabert, directeur général d'Open Hydro France.
Bienvenue également Philippe Deiss, directeur général de PNA, Port Normand Associés. Voilà, ne vous cassez pas la figure quand même. Pierre Balmer, PDG des constructions mécaniques de Normandie, et Dimitri Rogoff, président de Normandie Fraîcheur Mer. Et pour vous interroger, donc, Jean-Jacques Lerosier, journaliste à Ouest France, très connu en Normandie. Jean-Jacques, c'est à toi, tu as 1 heure. Bonjour, nous allons passer 50 minutes ensemble. Je vous remercie beaucoup d'être à cette table ronde sur les usages de la mer. Alors la mer aujourd'hui sont d'abord des pêcheurs. Dimitri Rogoff, vous êtes descendu de votre bateau à Port-en-Bessin et vous venez nous voir jusqu'au Havre. Dimitri Rogoff, prenez donc un micro. Vous êtes le président aujourd'hui de Normandie Fraîcheur Mer. À quoi ça sert ? Alors, Normandie Fraîcheur Mer, c'est une association. C'est le groupement qualité des pêcheurs et mareyeurs de Basse-Normandie et son objet est de faire la promotion, la valorisation et l'amélioration de la qualité de la mer des produits de la pêche en Normandie. Alors vous êtes un avocat infatigable de la gestion de la ressource. Et nous avons fait un papier ensemble l'autre jour dans Ouest France et votre slogan, c'est « Pêcher moins pour vendre mieux ». Est-ce que c'est toujours facile à vendre aux pêcheurs? Et la deuxième question, ça fait une dizaine d'années que vous plaidez cette cause. Obtenez-vous des résultats? Alors bon, ce qu'il faut rappeler, c'est que les pêcheurs sont pratiquement les premiers utilisateurs de la mer. Non, Emmanuel, Dimitri est un agent russe, c'est pire que ça. C'est presque Dimitri Strogov d'ailleurs. Oui, il ne faut pas se tromper sur mon patronyme, mon prénom est Dimitri. Donc les pêcheurs sont les premiers utilisateurs de la mer, c'est une activité ancestrale, pêcheurs, cueilleurs, chasseurs, et donc ils sont à ce titre en parfaite symbiose avec leur milieu. Alors dans le débat précédent, on parlait beaucoup d'environnement, et ce qui fait la qualité de la pêche, c'est l'abondance des ressources qui est conditionnée au bon état écologique du milieu. Donc là-dessus, nous, on est particulièrement vigilants, notamment quand il y a des développements économiques. Il faut respecter aussi l'environnement parce que sur le littoral, on a toute une communauté, les gens de mer, pêcheurs, mais aussi les conchiculteurs qui vivent de ce milieu-là. Alors, vous me parliez de pêcher moins et vendre mieux. Bon, c'est un concept un peu ancien que j'avais développé il y a quelques années. L'idée, c'est qu'on est sur des productions marines qui sont plutôt en diminution et qui sont contenues. C'est-à-dire qu'on ne pêchera jamais plus. Par contre, on peut pêcher mieux et surtout mieux valoriser notre produit. La pêche française, c'est 20% de la consommation nationale. Donc c'est très peu de choses. Et on a donc obligation, nous les pêcheurs, d'amener aux consommateurs les meilleurs produits, de le faire savoir, de faire savoir comment on travaille. Alors le meilleur exemple de ce que vous nous dites, c'est la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques, un des ports principaux, il y en a 2 en Normandie, il y a Dieppe évidemment et Port-en-Bessin. Et cette démarche que vous avez engagée il y a plus d'une dizaine d'années maintenant avec l'obtention du label rouge. Tout à fait. Alors là, on a une diapo qui nous donne, on peut commenter ça en 2 mots, c'est-à-dire que la Normandie, on a parlé des 600 km de côte. Sur les 600 km de côte, il y a 600 navires, 2200 marins. Et ce qu'on oublie souvent, on a 400 pêcheurs à pied, qui sont des pêcheurs professionnels. Donc la pêche normande, c'est une grosse PME, auquel il faut associer quasiment à équivalence, même avec un peu plus d'emploi, la conchiculture. Donc la coquille Saint-Jacques, le problème qu'on a eu avec la coquille Saint-Jacques, c'est qu'en 1996, l'OMC a décidé... L'OMC, c'est Organisation mondiale du commerce. Oui, mais ici, il y a beaucoup d'économistes, donc ils auront compris. L'OMC a donc accordé à tous les pectinidés, que ce soit les pétonques ou les coquilles, à partir du moment où elles étaient décortiquées, ils ont eu le droit à l'appellation Saint-Jacques. Et nous, notre coquille Saint-Jacques s'est trouvée un peu galvaudée face à l'importation des produits souvent à bas coût, des produits nord-américains, des produits chiliens, des produits... Bon. Alors, on a développé, donc, on a voulu redonner une identité à la coquille et on l'a fait à travers un signe officiel qui est le label rouge.
Et donc le groupement Normandie Fraîche en Mer a travaillé à mettre au point ce label qu'on a obtenu en 2002. Ça a permis de redonner une identité à la coquille. Donc c'était la première obtention d'un label rouge sur un produit sauvage, sur un produit naturel, sur un produit... Tout à fait. C'est-à-dire que le label rouge, souvent, on l'associe plutôt à des produits de l'agroalimentaire transformé ou à des poulets. Bon, on connaît le label rouge sur le saumon. Là, c'est un produit de la pêche, donc un produit entièrement naturel sur lequel on a pu mettre ce label. Et cette démarche, vous pourrez nous parler tout à l'heure de la concurrence que vous font les Anglais. Néanmoins, sur la démarche qualité, vous la poursuivez aujourd'hui, et un de vos combats aujourd'hui, c'est l'obtention de ce qu'on appelle l'IGP. L'IGP, ça veut dire indication géographique protégée. Que vous, donc ce combat que vous menez pour l'IGP du bulot de la baie Granville. Oui, bah, si on peut passer les slides, là, on comprendra tout de suite, puis ça donnera des repères à pas mal de gens. Donc la diapo d'après, là. Donc ça, c'est toutes les techniques de pêche. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Normandie, on a une pêche qui est très diversifiée, artisanale. Le patron est embarqué, propriétaire de son bateau. Et c'est vraiment une des richesses d'avoir autant de diversité et dans les espèces et dans les métiers de la pêche, quoi. C'est quelque chose de très particulier à la Normandie. On n'est pas sur des pêches monospécifiques. C'est quelque chose qu'il faut absolument préserver, protéger. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est comme la biodiversité, c'est dans la diversité qu'on s'épanouit. Et si on fait tous la même chose, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment préserver. La diapo d'après, s'il vous plaît. Donc là, on a les productions. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on devient la deuxième région maritime française en termes de production. Et on est leader sur pas mal d'espèces. Hein. Bon, la coquille Saint-Jacques, emblématique, évidemment, on est leader en France, le bulot, et sur tous les coquillages. Sur la diapo d'après, on pourra voir... bon, voilà, là, on parlait des signes officiels de qualité. Donc, en redonnant une identité à la coquille Saint-Jacques, maintenant, on porte un autre projet qui est de développer une IGP, c'est-à-dire de donner une vraie identité régionale à notre coquille Saint-Jacques, quoi. Et on a la même chose sur le bulot, un dossier qui va aboutir assez rapidement. Et on porte aussi une démarche sur à venir. Donc là, on a sauté déjà d'une slide sur la moule. Quand la moule réapparaîtra à Barfleur, on développera une AOP sur la moule. Alors, sur la diapo d'après, on voit aussi qu'on travaille un deuxième concept qui est la durabilité des pêches. C'est-à-dire qu'il faut gérer les ressources. C'est aussi quelque chose, comme j'entendais que les ports avaient pris en compte l'environnement. Nous, on a pris en compte les ressources depuis 20 ans. Comment dire, à propos des Anglais, vous avez même fait un truc assez extraordinaire avec les Jersiais, c'est que vous avez réussi à mettre en place une certification durable sur le homard avec les amis de Jersey. Tout à fait. Ben, les Anglo-Normandes, c'est aussi un des joyaux de la Normandie dans lequel il y a beaucoup de homards. Et il était indispensable de travailler avec nos amis sur lesquels on est sur les mêmes gisements, quoi. Bon. On ne va pas rentrer dans le débat, mais la coquille et les Anglais, ça se passe comment? Ça peut se régler? La coquille et les Anglais, c'est remonté au niveau du ministère, donc c'est très bien. Donc j'espère que les changements à venir ne remettront pas en cause le dossier. Mais effectivement, maintenant, il va y avoir, au-delà des discussions entre professionnels, il y aura des discussions entre États. Et je pense que ça promet aussi d'être assez musclé. Oui, je me disais bien qu'avec la moule de Barfleur, on prenait beaucoup de risques avec Chonu. C'est arrivé. Alors écoutez, je vous propose d'évoquer un autre sujet. Merci beaucoup Dimitri. Nous revenons vers vous tout à l'heure. Pierre Balmer, merci beaucoup d'être présent. Pierre Balmer, vous êtes le président directeur général des constructions mécaniques de Normandie. Et on est très heureux de vous accueillir à cette table parce que autant la Normandie est pionnière dans la gestion durable des ressources, on va dire ça comme ça, et autant aussi elle est exemplaire dans le chantier naval. Construction mécanique de Normandie, c'est un chantier qui est plus que centenaire. Son créateur avait commencé d'ailleurs par imaginer des avions. Il s'appelait Félix Amiot. Vous l'avez tous connu dans votre histoire, en tout cas les gens qui ont un peu notre âge. C'était les fameuses vedettes de Cherbourg, en 1969. Bref, ce chantier installé à Cherbourg a connu bien des vicissitudes. Et aujourd'hui, la centenaire n'a pratiquement pas de rides, elle se porte bien. Vous avez, je cite rapidement, 2 contrats en voie de finalisation, l'un avec la marine saoudienne pour la livraison de 39 bateaux et un autre gros contrat concerne un pays d'Afrique. Ces belles commandes arrivent après la livraison de 24 navires de pêche
que vous aviez fait au Mozambique, mise en lumière par la visite du président de la République dans vos chantiers il y a 2 ans. La question est la suivante, Pierre Balmer. Vous êtes à Cherbourg, c'est un peu loin, c'est un peu là-haut. Comment fait-on en Normandie? Comment avez-vous fait pour renaître, pas de vos cendres, mais comment faites-vous pour non seulement exister, mais pour connaître cette telle dynamique au point d'envisager la construction d'une nouvelle usine sur le port de Cherbourg? Pour faire le lien déjà avec le sujet précédent, je voudrais juste faire un petit clin d'œil et dire que le premier bateau qui a été fabriqué et qui est sorti des chantiers en 1948, c'était un chalutier. Et on est venu aux militaires en fait dans les années 60 avec effectivement le contrat des vedettes pour l'État d'Israël, où 12 navires ont été commandés avant la guerre des 6 jours, 7 ont été livrés avant la guerre des 6 jours, 5 ont été terminés après la guerre des 6 jours, et l'embargo décidé par le général de Gaulle sur l'ensemble des matériels militaires à destination d'Israël a fait que les 5 bateaux sont restés, en l'occurrence à l'arsenal de Cherbourg, une fois qu'ils étaient terminés chez nous. Et ils sont partis dans la nuit de Noël 69 avec le coup de publicité extraordinaire que ça a donné aux produits des chantiers CMN. Aujourd'hui, la construction navale française va bien, mieux qu'il y a 20 ans. Pourquoi je fais cette référence? Parce que c'est il y a 20 ans qu'un grand chantier ici même au Havre a fermé. C'était les ACH, qui était le dernier grand chantier au Havre. Soit dit en passant, à cette époque-là, on allait nous-mêmes plutôt bien et on a fait une proposition de reprise. Je crois que peu de gens le savent. Et cette proposition de reprise, on nous a demandé, le gouvernement de l'époque nous a demandé de la retirer, puisque ça n'entrait pas dans les plans du gouvernement de l'époque de maintenir cette activité ici au Havre. Là aussi, ce n'est pas pour évoquer et régler des comptes du passé. Que je dis ça, c'est simplement pour rappeler que notre activité, et maintenant l'essentiel étant l'activité sur le marché militaire, elle est très connectée à la politique et à la diplomatie. Effectivement, aujourd'hui, ça va bien depuis 4-5 ans, mais moi, je suis arrivé donc, il y a 27 ans à Cherbourg. Des crises, j'en ai connu, des procédures d'alerte il y a 15 ans. Tout ça parce que quand vous êtes à quelques heures ou à quelques jours ou à quelques semaines de signer un contrat dans un pays comme la Libye, et c'était le cas il y a donc 5-6 ans avant la guerre qui a été déclenchée là-bas. Une première fois, le déclenchement de la guerre fait que ce contrat nous échappe. 1 an plus tard, on reprend pied dans le pays, on discute avec le nouveau gouvernement, et puis en fait, on est aussi à nouveau sur le point de signer. Et ce gouvernement saute, et donc on se retrouve dans une difficulté de trouver d'autres contrats pour remplacer ce genre d'avatar. Alors pour revenir à notre sujet, pour revenir à notre sujet, le secret de votre réussite à Cherbourg. Bon, le secret de notre réussite, vous êtes le dernier grand chantier, un des derniers grands chantiers navals. En Normandie, vous êtes le dernier, et en France, un des derniers. Comment expliquez-vous? Donnez-nous les clés de votre... Bon, la première chose, c'est qu'on a un actionnaire depuis 1992 qui est fidèle au poste, et dans les périodes difficiles, ça sert. La deuxième chose, c'est que la réussite vient de la qualité du travail des femmes et des hommes. Il faut à chaque fois définir une gamme qui corresponde aux besoins des clients et à leur budget. Aujourd'hui, la menace dans les eaux territoriales de l'ensemble des pays de la planète est réelle. Les budgets, par contre, sont nettement en baisse, notamment dans les pays producteurs de pétrole, qui sont globalement nos clients. Donc il faut en permanence que la recherche et développement trouve des solutions à bas coût. Et un des bateaux qui aujourd'hui s'exporte très bien, juste pour vous donner une idée, c'est un bateau qui est équipé de moteurs de camion Scania pris sur étagère, donc sans aucun frais de développement,
et qui donc permet des coûts de possession et des coûts d'exploitation très faibles. Je rappelle que vous exportez plus de 90% de votre chiffre d'affaires. Oui, on fait 95% à l'export, tout simplement parce que la marine française a assez peu de navires de notre gamme. Il y a quelques patrouilleurs pour les dom-tom, mais c'est des appels d'offres qui reviennent tous les 20 ans, sur lesquels il y a une grosse concurrence franco-française. Et le dernier contrat qu'on a fait pour la Marine nationale, il est de 1992. Donc vous voyez, ça fait 23-24 ans. 1992. Et le prochain ? Le prochain, ça pourrait être sur le programme Batsimar, qui devrait nous permettre de travailler pour la première fois depuis une trentaine d'années en association avec les autres chantiers français. En l'occurrence des CNS ? Des CNS, Piriou, voire même Socarenam à Boulogne-sur-Mer. Il y a une quinzaine de bateaux à faire, donc il y a un peu à manger pour tout le monde, si je puis dire. Donc on devrait pouvoir s'entendre en toute légalité, bien évidemment, et faire une proposition commune. Et on aura face à nous des chantiers étrangers comme Damen, les Hollandais, ou Fincantieri, les Italiens. Mais, alors, avant de passer à table, je voudrais passer la parole. Merci beaucoup, Pierre Balmer. Je voudrais passer la parole à Philippe Dess. Parce que la mer aujourd'hui, c'est la pêche, ce sont des pêcheurs, ce sont des industriels avec un chantier de construction navale, et puis ce sont aussi des ports. Philippe Dess, vous êtes directeur général du port de Cherbourg, et nous parlons de la mer depuis un moment, et il y a un sujet qu'on a passé un peu vite, me semble-t-il, c'est tout ce lien entre la France et l'Angleterre qui se fait par le transmanche. Alors, je connais moins la carte aux Normandes, mais j'ai un souvenir, le canet que je suis, pratiquement 30 ans que la liaison existe entre Caen et Portsmouth. Il y a quelqu'un dans le haut de la salle qui est intervenu tout à l'heure qui se souviendra de l'ouverture de cette liaison. Je vais nommer François Gindre. Où en est-on aujourd'hui pour le transmanche ? Oui, donc Port Normand Associé, c'est l'alliance des ports de Cherbourg et de Caen-Ouistreham, effectivement. Et quand on parle transmanche, on parle bien sûr de Cherbourg, on parle avant tout de Caen-Ouistreham, on parle également de Dieppe, on parle du Havre, puisque mon ami et collègue Hervé Martel a également une ligne sur le Royaume-Uni. Donc sur le transmanche, effectivement, Caen-Ouistreham, premier port à l'ouest du détroit avec 1 million de passagers. On a 600 000 passagers sur Cherbourg et globalement à peu près 600 000 passagers sur les ports de la Haute-Normandie. Donc le transmanche en Normandie, c'est une activité extrêmement importante pour les ports. Et quand tout à l'heure, monsieur Bessoul disait la chance de la Normandie, c'est d'avoir 2 grands ports maritimes, eh bien, c'est aussi d'avoir tout ce réseau de... Hervé Martel l'a rappelé également. Tout à fait. C'est aussi la chance qu'a la Normandie, c'est d'avoir tout ce réseau de petits ports, et Hervé l'a très très bien rappelé. Et du coup, je rejoins M. Rogoff sur un tout autre sujet, c'est dans la diversité qu'on s'épanouit, et c'est sans doute l'une des forces de la Normandie de pouvoir mailler son territoire par l'ensemble de ses terminaux, de ses ports. Et bien plus spécifiquement sur le transmanche, puisque c'est votre question, effectivement, on a une activité qui est déployée sur une grande partie de la façade. Donc je le disais, à peu près 2 millions 2 millions 300 000 passagers. Donc essentiellement à 80% des Britanniques. Hein, 85% des Britanniques qui viennent. 85% et qui malheureusement, seul 1 sur 4 vient pour la Normandie, ce qui est déjà Ce sera l'objet de 2e assises. On fera un grand plateau sur le tourisme et comment capter... Très bien. Mais au moins pour les portuaires, sachez qu'effectivement, c'est avant tout une ligne pour les Britanniques, 85%, Britanniques et Irlande, et que 1 sur 4 seulement reste. Mais ce 1 sur 4 qui reste génère lui aussi pas mal d'activités. Pour rester quelques secondes sur le sujet, 2 questions. La première, effet tunnel, et la deuxième, Brexit, pas d'effet. Excusez-moi, j'entends très mal la première question. Je vous prie de m'excuser. La première question, c'est effet tunnel. La deuxième question, c'est effet Brexit.
Alors je vais commencer par la première et ça nous amènera à la seconde. Effet Brexit, alors je ne sais pas si quelqu'un de Brittany Ferries est dans la salle où il sera tout à l'heure, mais ce que dit Brittany Ferries, c'est que ça floute l'avenir. Effectivement, jusqu'à présent, la très bonne parité de la livre par rapport à l'euro faisait que les touristes anglais avaient tout intérêt à venir au-delà des attraits de la Normandie et plus largement de la France, mais économiquement pour eux c'était également intéressant. Le Brexit floute un peu cet avenir-là. Il le floute également en matière d'exportation. Ça peut être plus simple pour les importations. Aujourd'hui, on ne sait pas tellement où on va. Et c'est ce qui m'amène du coup à la deuxième question, Eurotunnel. Les lignes ferry, les lignes transmanche, sont là pour certaines depuis 30 ans. Elles ont vécu Eurotunnel, elles ont vécu la fin du duty free, elles ont vécu pas mal de crises, y compris économiques chez elles. Et du coup, on n'a pas de... Le seul recul qu'on ait, c'est que si elles souffrent, elles ont toujours su s'adapter et toujours su perdurer et se développer, puisqu'on est en 2015 comme en 2016 sur des très très belles années. Le dernier effet que vous n'avez pas évoqué, et je le ferai comme ça vous évitera de poser la question, ce sont les problèmes migratoires. Puisque si Calais a connu de gros soucis, les ports normands, je pense surtout à Dieppe, Cherbourg et Caen, ont eu une poussée de fièvre fin 2015, début 2016, l'ont géré, ça coûte aussi beaucoup. C'est l'une des grosses problématiques que nous ayons à gérer. Et là encore, je pense qu'on est plutôt sorti, en tout cas on a su adapter les infrastructures, les moyens, les services, avec les compagnies, avec les concessionnaires, avec les exploitants, à cette nouvelle donne. Merci de faire les questions et les réponses. Ça fait un peu tunnel, mais c'est pratique pour l'intervieweur. Merci. Donc la mer, c'est aussi demain. La mer, c'est aussi demain. Merci beaucoup, Philippe. La mer, c'est aussi demain ce qu'on appelle en jargon EMR. EMR, ça veut dire énergie marine renouvelable. Yann Hervé de Roec, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes directeur général d'un institut qui s'appelle France Énergie Marine. Je lisais d'ailleurs, me trompais-je peut-être, que cet institut a été créé par quelqu'un qui fait de la politique qui s'appelle François Fillon. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui, c'est bien ça. Oui, l'annonce en a été faite en 2009, d'avoir une plateforme technologique pour les énergies marines renouvelables. Alors on va et pas c'était aux assises de l'économie maritime d'ailleurs. Mais tout à fait, absolument. Donc le sujet, c'est au sein des énergies marines renouvelables, je vous ai demandé de venir pour nous parler de l'éolien. L'éolien en mer, la Normandie. Vous allez nous présenter, me semble-t-il, une petite cartographie des champs. Vous allez faire un peu le point sur l'état des lieux. Néanmoins, la question que je vous pose, tout de go, on nous a promis monts et merveilles avec l'éolien. Des milliers d'emplois, les Havrais se sont mis à arriver, les Cherbourgeois, etc. Et finalement, pour l'instant, la machine est un peu au point mort. Alors, 1, la cartographie, et 2, où en sommes-nous? Merci. Alors, on va commencer par la cartographie, parce que la cartographie, elle montre effectivement toute la dynamique qu'il y a sur l'éolien. On est déjà passé à la deuxième slide qui montre qu'il y a à la fois l'éolien posé, alors sur lequel on va faire un focus ensuite sur la Normandie. On voit tous les projets en France. Alors, il y a eu 2 appels d'offres sur l'éolien posé qui ont permis en fait d'allouer 6 champs d'ores et déjà, qui sont tous à peu près à 500 mégawatts, c'est-à-dire pour des machines de 6 ou de 8 mégawatts, on est quand même aux alentours, l'ordre de grandeur, c'est la centaine de machines par champ. Ça permet à la France de rattraper en la matière un retard par rapport à l'Europe du Nord. D'essayer de rattraper. Non, parce que ces champs-là, aujourd'hui, sont de l'ordre de grandeur des champs qui sont ouverts aujourd'hui, tant au Royaume-Uni qu'en Belgique, qu'en Hollande, etc. Non, on est vraiment tout à fait dans la course avec ces volumes-là. Et puis, quand on regarde le total installé, 3 gigawatts, eh bien, ça fera de la France le 3e ou 4e producteur
d'énergie éolienne offshore en Europe. Alors pourquoi est-ce qu'on va à la course à l'éolien offshore? Il faut quand même l'expliquer. Hein. C'est donc un potentiel plus fort qu'à terre. Hein. Le vent est plus fort, plus régulier, et on va pouvoir utiliser aussi des machines plus grandes. C'est pour ça qu'on construit de nouvelles usines aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des usines pour les pales, pour les mâts, etc. Des lieux d'assemblage pour des dimensions d'éoliennes qu'on ne pourrait pas avoir à terre. Donc vraiment, c'est très, très spécifique. Alors là, vous avez donc sur cette carte de France les projets pour l'éolien offshore posé qui sont en blanc, avec deux nouvelles annonces, hein, encore une sur Dunkerque, une sur Oléron. Hein, voilà. Et puis en vert, vous voyez l'éolien offshore posé. Flottant. Alors le flottant, c'est l'avenir, c'est d'aller plus loin en mer. C'est-à-dire, pour expliquer à nos auditeurs, c'est la différence entre le posé, c'est sur des piliers. Ce sont des piliers. Sur des... Voilà. Sur quoi, ça, on suit en cela hein, la même démarche que ce qu'a fait l'offshore pétrolier. Hein, l'offshore pétrolier a commencé par mettre des plateformes effectivement posées, alors parfois sur des jackets, hein, sur des treillis, et puis ensuite, il faut passer au flottant, hein, donc des plateformes flottantes, et les technologies sont éprouvées par l'offshore pétrolier, bien entendu. Mais là, il s'agit de mettre une éolienne dessus. Donc du coup, on a eu une étape dans le monde de prototypes, et là, en France, ce qui est original, c'est qu'on passe très rapidement aux fermes, donc des ensembles de 4 à 6 machines, et vous en voyez alors, pas mal sur la façade méditerranéenne, hein, qui a l'avantage d'avoir des conditions de mer un peu plus, plus accueillantes que l'Atlantique, mais il y a aussi donc un site en Sud-Bretagne, à Groix. Alors je reviens à la Normandie. Donc aujourd'hui, ces sur l'éolien posé, ce sont 3 champs. Donc en partant... On va les voir juste après. Je voulais, parce que du coup, je fais très vite pour parler quand même de l'hydrolien. On reviendra tout à l'heure avec M. Chabert sur l'hydrolien. Oui. Non, mais il va y avoir... disons que l'hydrolien, c'est aussi en Manche, hein, donc voilà, essentiellement, et aussi le marémoteur. Vous avez, sur cette carte, on voit qu'il y a aussi, parce que vous m'avez demandé ce que c'est que les énergies marines, donc ça ne comprend pas que l'éolien, oui. et donc il y a aussi donc l'hydrolien, le houlomoteur, l'énergie thermique des mers que l'on voit donc plutôt dans la zone intertropicale, et puis en France, comme on est aussi pas mal et très bon hein, sur la R&D dans le domaine, des sites d'essai en mer pour les diverses technologies. Donc voilà ce que montrait ces voilà. Alors ensuite le zoom sur la Bretagne, c'est sur la Normandie. Sur la Normandie. Bon, voilà. Bon, alors je vais récupérer ce lapsus très rapidement aussi, ne vous inquiétez pas. France Énergie Marine est un institut national basé à Brest, hein, tout à fait, ça je reconnais, et dont la Normandie est un des membres, avec 5 autres régions littorales, les Pays de la Loire, l'Aquitaine, PACA et l'île de la Réunion, avec bien sûr la Bretagne. Donc la carte. Alors la carte qui est donc un zoom sur la Normandie et donc sur les champs, 3 champs. Et donc vous voyez l'ordre de grandeur que je vous donnais tout à l'heure, 500 MW par champ, donc de 60 à plus de 80, de 70 à 80 machines par champ, et donc des consortiums, deux consortiums différents hein, pour aller réaliser cela. Et donc effectivement des projets et à Cherbourg et au Havre pour la construction de nouvelles usines. Et comme je vous disais, de toute façon, c'est nouveau. Il faut ces usines. On ne va pas pouvoir tout importer et ce n'est pas du tout l'objectif. De toute façon, l'État va être très vigilant là-dessus. Vous n'allez pas me répondre à la question. Je sais bien que vous n'allez pas me répondre à la question. Néanmoins, quand ces projets ont été lancés, c'était porté par 2 champions tricolores. Areva d'un côté, qui avait notamment des projets industriels au Havre, et d'autre part Alstom, qui avait des projets industriels à Cherbourg. Ouais. Aujourd'hui, ces 2 champions ont disparu. Areva a des problèmes qu'on connaît. Alstom est parti dans les bras de l'américain GE. Bref, aujourd'hui, pour faire très court, on se retrouve entre 2 industriels qui sont l'américain GE et l'allemand Siemens. Voilà, pour Siemens derrière qui a repris les... Donc ils ont alors GE va pas faire venir des États-Unis ces éléments-là. Enfin non, je pense qu'il y a vraiment un développement qui est parfaitement nécessaire là-dessus. Donc ce que vous me dites, c'est qu'il faudra attendre encore quelques mois avant de savoir s'il y a de la place pour des usines à Cherbourg et au Havre.
À mon avis, c'est tout à fait nécessaire, vu le nombre de champs qu'il y a réalisés en France. Il faut s'imaginer hein, le nombre de dizaines, de milliers de tonnes d'acier que cela représente. On ne peut pas, si vous voulez, équiper de 3 gigawatts toutes les côtes françaises sans réaliser des usines en France. Vraiment pas. Plus l'export. Pardon ? Plus l'export. Alors, plus l'export, et c'est vrai que si justement l'État a décidé de passer tout de suite à cette échelle-là, hein, c'est que ça permet justement de mettre en place tout le tissu industriel nécessaire à l'export. Voilà. Et alors en face, donc, la mer du Nord n'a pas fini d'être équipée, la mer Celtique non plus, et donc il y a un grand marché. Mais je veux passer ensuite à la slide suivante, où on voit juste deux petites zones arriver au large du Cotentin. Et là, c'est l'hydrolien. Alors, pourquoi est-ce que, effectivement, du coup, dans ce patchwork, ce sont des points tout petits? C'est tout d'abord que l'on met que 4 à 7 machines hein, sur chacune des fermes qui ont été allouées, là encore à 2 consortiums différents. La technologie est naturellement moins mature que celle de l'éolien offshore posé, puisqu'il y a des éoliennes en mer depuis 1991. Donc, pour l'hydrolien, effectivement, c'est une technologie plus jeune. Donc, on passe par des fermes pilotes, celle que vous voyez là, et bien ensuite, il va y avoir, parce qu'il y a déjà eu l'annonce hein, donc d'un appel d'offres commerciales pour des hydroliennes, et qui va très certainement concerner... Christophe Chabert va nous parler du sujet hydrolien. Oui. Dimitri Rogov, je vous vois regarder les photos d'éoliennes. Avant de passer la parole à Christophe Chabert sur l'hydrolien, le pêcheur que vous êtes, et vos amis pêcheurs et l'éolien, les fiançailles, ça marche comment? On a vu tout à l'heure le dessin de Chonu avec la mémoire de 44 et les éoliennes. Écoutez, si vous demandez à un pêcheur de céder de la place en mer, sachant que la place est comptée, il vous dira non. Hein. Donc, sur les 3 parcs normands, il y en a 2 pour lesquels ça s'est à peu près bien passé, puisqu'il y a eu une discussion en amont. Ça mûrit lentement, quoi. Et il y a eu le parc du Tréport où ça se passe très mal, où le consortium ne veut rien entendre, ne veut pas écouter les usagers de la mer que sont les pêcheurs. On ne va pas trop l'attaquer, il n'est pas sur le plateau, alors c'est difficile de... Non, mais il faut discuter avec la profession, quoi, parce que l'éolien intéresse beaucoup de monde, c'est des grands chantiers potentiels, mais globalement, les seuls qui se trouveront lésés dans leur travail au quotidien, ce sont les pêcheurs. Et ça, il faut bien le comprendre. Et moi, j'ai toujours dit aux gens des consortiums, rendez vos projets sexy, entre guillemets. Faites en sorte que les pêcheurs y croient, y voient un intérêt. Si c'est pour nous faire miroiter 1000 emplois, c'est très bien. Mais si on perd 1000 emplois à la pêche, je ne vois pas ce qu'on va gagner dans l'histoire. Donc qu'on maîtrise l'énergie du vent, c'est très bien. Qu'on maîtrise l'énergie hydrolienne, ce serait même encore mieux. Mais pas au détriment des métiers ancestraux. On était là avant les éoliennes, on sera là après les éoliennes. Et les ressources halieutiques en Manche, elles sont extrêmement... la Manche est généreuse, il y a beaucoup de ressources. Donc place au dialogue, place à l'échange, place à l'équilibre. Place au développement. Oui. Faut pas que ce soit des projets imposés. Il y en a un autre qui est à côté de vous, votre voisin, non pas Pierre Balmer, mais M. Dess, qui s'intéresse beaucoup aussi à l'éolien. C'est que lui, en tant que patron en tant que directeur général des ports de Cherbourg et de Caen, il a déjà anticipé, imaginé des usines. Il a renforcé ses quais. Vous avez investi des dizaines de millions d'euros. 10 exactement, oui. 10 ? Ah, j'ai pensé que c'était plus. 10 dizaines, ça fait 100 millions, oui, c'est quand même pas mal. Pour à la fois préparer le port de Cherbourg à l'accueil de l'ensemble de ces industries, puisque le port de Cherbourg a été retenu d'une part pour être le site d'assemblage des champs de Fécamp et de Courseulles-sur-Mer, et ensuite, mais Christophe Chabert le dira tout à l'heure, pour être le site de production des hydroliennes d'Open Hydro, des CNS. Et puis, Caen-Ouistreham, le port de Ouistreham a été retenu par EDF pour être la base de maintenance du champ éolien de Courseulles. Donc, globalement, le paysage industriel en Normandie, vous aurez l'assemblage des champs sur Cherbourg pour Fécamp et Courseulles, sur Le Havre pour le Tréport, et la maintenance se fera depuis
Ouistreham pour Courseulles, depuis Fécamp pour Fécamp et depuis Dieppe pour le Tréport. Et effectivement, accueillir l'ensemble de ces installations, pour le port de Cherbourg notamment, c'est 100 millions d'euros, ce qui est finalement très peu par rapport à ce dont les autres ports auraient besoin, compte tenu du fait que le port de Cherbourg a la chance d'être construit sur du rocher et que ces industries-là sont des industries lourdes au sens premier du terme, c'est-à-dire qui pèsent très lourd. Énormément. Et construire des quais qui supportent 15 tonnes au mètre carré, construire des quais qui peuvent accueillir les Jacob Vessel, qui sont ces navires qui permettent de monter, d'assembler les champs en mer, eh bien, c'est vrai qu'il vaut mieux être construit sur du rocher que sur de la vase pour le faire. Un petit commentaire, Monsieur de Roec, où on demande à Monsieur Chabert de faire le point sur l'hydrolien. Néanmoins, une toute petite chose quand même, petite remarque. Je lisais dans la presse récemment que nous sommes en 2016-2017, donc dans le meilleur des cas, c'est une mise en service de ces machines, au meilleur des cas, dans 5 ans minimum. On devrait les voir construire dès 2018. Là, on va purger les recours, etc. Puisqu'il faut savoir aussi que ces chantiers, enfin, pour l'instant, il y a donc des recours en place en fait, pour chacun des champs qui se trouvent en France. Donc, il y a eu une opposition d'associations. Il y a des associations qui ont donc lancé des recours. Les recours sont plus courts. Il y a la législation a un petit peu changé pour pouvoir accélérer les choses. Mais bon, il est normal aussi que. Ça fait 2022. Enfin non, je pense que les premières mises en service d'éoliennes, c'est 2019-2020 pour les premières, oui. Et puis ce sera beaucoup plus pour les fermes hydroliennes, les fermes pilotes. Là, ça sera beaucoup plus rapidement. Voilà. Je sais bien que vous avez envie de parler d'hydrolien parce que l'hydrolien, finalement, passez donc le micro à votre voisin. Moi, je ne suis pas un spécialisé question maritime, mais j'ai fait des dizaines de papiers sur l'éolien. Bref. Et finalement, on nous expliquait que l'hydrolien, ça serait pour plus tard. Et aujourd'hui, l'hydrolien, ce n'est pas pour plus tard, c'est pour demain matin. C'est ce que, à moins que M. Chabert contredise ce que je vais dire, mais j'ai cru comprendre que vous alliez construire une usine dans les prochaines semaines, une usine qui va fabriquer des hydroliennes. Qu'en est-il ? Alors je pense qu'il faut repartir du départ du développement des énergies renouvelables de la mer et un petit peu de la nécessité de d'abord construire des équipements pour la mer. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'acteurs du monde maritime, que ce soit des CNS, mais c'est également le cas de CMN, ont décidé et ont vu une vraie opportunité, à côté de leur métier de base, de développer une activité industrielle autour de ces grandes machines qui vont aller en mer. Alors l'hydrolien, c'est une aventure qui est formidable, qui est pour la France, qui est un peu différente de l'éolien, puisqu'on a la chance de pouvoir être au débarrage, au début de cette aventure. On a pour cela d'abord un atout, très important, c'est la Normandie, c'est Cherbourg, le Cotentin, avec 4 points. Le premier, c'est qu'on a une ressource gigantesque pour pouvoir, un des courants les plus forts du monde, c'est le 2e courant d'Europe, donc vraiment un vrai potentiel pour installer de l'hydrolien. Le deuxième point, c'est qu'on a un port, c'est Cherbourg, une base industrielle, et l'intérêt de l'hydrolien, c'est qu'on a une véritable activité pérenne potentielle, puisqu'au fait, les hydroliennes ne pourront jamais être réparées ou maintenues sous l'eau, donc forcément, il faudra les ramener au port. Donc l'activité, elle est véritablement pérenne pour un port, c'est-à-dire qu'on aura une noria d'un certain nombre d'hydroliennes. Une fois qu'elles sont installées, quand il va falloir les réparer, on va revenir au port pour les réparer. Donc du coup, il y a une véritable activité pérenne qui est derrière, et on a une base industrielle très proche de ces ressources, qui est Cherbourg. Et le troisième point qui est extrêmement important, c'est qu'on a une connexion électrique qui permet d'évacuer de la puissance, puisque c'est bien d'avoir des hydroliennes qui produisent de l'énergie, mais il faut aussi pouvoir ramener cette énergie quelque part. Et là, dans le Cotentin, on a cette possibilité-là. Et enfin, le quatrième point, c'est qu'on a un État français, une région, qui depuis très longtemps soutient cette démarche et qui, finalement, étape par étape, met en place les différents éléments pour que, pour l'hydrolien, on n'arrive pas trop tard et qu'on arrive dès le début au développement industriel. Et donc, des CNS, Open Hydro,
ont décidé très tôt de développer cette technologie avec ces 3 principales étapes. D'abord, Open Hydro étant une filiale à 100% de DCNS. Hein. Comment? Open Hydro étant une filiale à 100%. Oui, c'est une filiale. Enfin, c'est une filiale de DCNS, pas à 100%, puisqu'en fait, il y a d'autres personnes qui ont choisi d'investir dans Open Hydro. Mais effectivement, DCNS a le contrôle de cette entreprise. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est montrer que l'hydrolien, on est complètement sorti du petit prototype de laboratoire. Et ce que je voulais, c'est vous montrer sur une petite présentation des diapos, pour vous montrer un petit peu ce que l'on a fait et les travaux qui ont été réalisés en 2015-2016 entre Cherbourg et Brest pour pouvoir développer l'hydrolien. On va voir un petit peu la proximité qui existe entre les métiers du naval et les métiers de l'hydrolien. Donc vous voyez effectivement ici, on est dans un des chantiers de DCNS et on voit un petit peu la taille de ces composants. Là, le rotor a été réalisé à Cherbourg. Ici, vous avez les fondations. Donc pour vous donner un petit peu la taille de ces composants, ce sont quand même des machines qui font 5 étages. Hein, ils font sur des machines de 16 mètres. Donc on n'est pas du tout, et on est complètement sorti de cette étape uniquement prototype scientifique pour rentrer dans l'ère industrielle. Et c'est la première étape, ça a été ces étapes de démonstration. Et on voit également, là, dans ce petit film, l'installation de la turbine à Paimpol-Bréhat, donc la façon dont on le fait à partir d'une barge qui est dédiée, et comment aujourd'hui, effectivement, on est complètement au cœur maritime. Ici, vous voyez effectivement des plongeurs. Et donc, on est parti finalement d'un projet démonstrateur pour pouvoir faire ces 2 premières turbines, pour maintenant passer à la prochaine étape, c'est-à-dire, comme l'a montré Yann Hervé, la ferme pilote. C'est-à-dire que là, on va vraiment faire une ferme de 7 machines pré-commerciales, dans lequel on a beaucoup travaillé d'ailleurs avec les métiers de la pêche pour pouvoir avoir une véritable concertation entre cette technologie. Dimitri l'acquiesce, il dit oui, c'est vrai. Ils nous ont... Oui, non, mais parce qu'en fait, on s'est rendu compte, et c'est l'avantage de cette ferme pilote, que c'est en faisant ces premières étapes qu'on va pouvoir travailler ensemble, voir effectivement quels vont être les impacts, aussi les bénéfices potentiels de ce type de technologie. Et en fait, on construit étape par étape. Et grâce à cette construction par étape, on a aujourd'hui des hydroliennes qui sont installées au large de la France. On a aujourd'hui la décision de faire une première usine à Cherbourg pour pouvoir assembler la prochaine étape d'hydrolienne, de façon à pouvoir le faire de façon plus industrielle que les 2 premiers prototypes dont vous avez vu les photos, et également de pouvoir, à partir de la France, faire des hydroliennes pour l'export, puisque ce métier, ce n'est pas simplement un métier français. Et le fait d'être aujourd'hui soutenu, d'être au départ, on va pouvoir se positionner comme l'ont été, par exemple, Siemens à partir du Danemark pour l'éolien. Donc on aura notre base industrielle, on aura construit notre savoir-faire, et ce savoir-faire va s'exporter dans tous les autres endroits où il y a du courant. Et c'est vraiment cette notion-là qu'on peut faire à partir de Cherbourg, en la création de filières industrielles autour de cette usine d'assemblage. Alors l'usine, j'ai bien compris que c'était court. Redites-nous, Rat-Blanchard, donc Rat-Blanchard sera entre le Cap de la Hague et l'île d'Aurigny. Les premières machines, les premières hydroliennes seront testées dans les 2 ans. L'objectif, c'est d'installer ces premières machines entre 2018 et 2019. Donc les premières étapes de... Alors, il ne faut vraiment pas s'inquiéter de ça. Au fait, c'est dommage, j'aurais pu vous montrer un film où on voit une hydrolienne tourner. Mais au fait, une hydrolienne, ça ne tourne pas comme un moteur d'avion, ça tourne extrêmement lentement, à peine quelques tours par minute. Et donc, au fait, je dirais que c'est un peu comme quand on marche dans la mer, on n'a jamais réussi à écraser un poisson. Donc, de la même façon, il ne faut pas s'inquiéter sur ces risques-là. Et en fait, on n'a pas du tout des turbines qui tournent lentement. Voilà, je veux simplement repréciser ce point-là. Moi, j'avais promis de boucler cette table ronde pour 13 heures, donc on prend encore 2 minutes quand même. Je la fais. Et je voudrais repasser le micro à M. Balmer pour lui montrer que la vieille dame, pour qu'il nous explique, pour qu'il nous indique que la vieille dame centenaire, je vois Gaël qui arrive, c'est mauvais signe. Cher Pierre Balmer, la vieille, votre centenaire, elle s'intéresse à l'hydrolien? Oui, depuis 4 ans, on travaille avec une société qui s'appelle HydroQuest, qui a développé en partenariat avec EDF une dizaine de brevets.
pour une machine alors initialement fluviale, mais à partir de laquelle nous apportons la compétence pour la mariniser. Donc aujourd'hui, sur le marin, on est un petit peu en retard par rapport à ce que des CNS a fait, mais on est en train de rattraper ce retard. Il faut savoir que le prototype marin devrait être posé à Paimpol-Bréhat, le nôtre, fin 2017, début 2018. Par contre, sur le fluvial, l'estuarien et sur les rivières, aujourd'hui, on est avec une machine qui est déjà mature et on a des premiers contrats, donc cette fois-ci de vente de fermes commerciales. On en a 2 en France sur le Rhône, une avec les VNF pour 4 machines, une avec CNR, qui est une filiale d'Engie pour 39 machines. On est en train de finaliser dans le même pays d'Afrique que celui où on attend la commande de bateaux, une petite ferme de 3 machines à titre expérimental. Et d'une manière beaucoup plus générale, on a développé avec une société qui s'appelle Artelia une cartographie de l'ensemble des rivières estuaires du monde entier, parce qu'il faut minimum 2,50 m de seconde de courant et 4 mètres de profondeur pour installer une machine. Aujourd'hui, on sait aller dans un pays voir soit l'énergéticien privé, soit le gouvernement, en lui disant dans votre pays, il y a 380 km exploitables, a priori en tout cas, ils sont là, là et là. Et donc on est aujourd'hui en train de démarrer en Birmanie, en Amérique du Sud, Pérou, Chili, Brésil et en Afrique, où on va venir concurrencer très naturellement le groupe électrogène, avec un avantage notoire, c'est que l'hydrolienne est pérenne, alors que le groupe électrogène, il faut lui amener le carburant. Merci. La Normandie pionnière dans la gestion des ressources, la Normandie pionnière dans les énergies marines renouvelables. Je vous remercie beaucoup d'être les ambassadeurs de cette modernité normande qui n'est pas toujours bien forcément repérée. Pour conclure, on va donner le micro je vois des projecteurs, mais je ne vois absolument aucune main qui se lève parce que je ne vois personne. Donc si quelqu'un... Si, une main, ici. Ah, une main qui revient. Voilà, est-ce qu'il y a une autre? On prendra 2 questions. Voilà. Relevez la main, monsieur, qu'on puisse... voilà. Et laissez bien la main levée. Voilà. Un peu d'exercice. Ah, problème de micro. Il ne marche pas? Il n'est pas... Voilà, si, il marche. Allez-y. D'accord. Oui, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé par rapport aux énergies marines, c'est la recherche. Je pense que ce sera une question de Havrais. On peut considérer que, en tout cas vous me démentirez si vous n'êtes pas d'accord, que l'université de Rouen est plus axée sur la recherche sur les énergies fossiles, que celle de Caen est plutôt sur le nucléaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas l'opportunité de développer la recherche sur les énergies marines au Havre, puisqu'il y en a déjà? Et notamment, il y a une deuxième question avec la première, c'est qu'actuellement, on peut, pour les hydroliennes qu'on installait avec des courants assez importants, et donc des sites relativement limités, est-ce qu'on ne peut pas envisager que ces courants, qu'on puisse travailler avec des courants moins importants et que ce serait un objet de recherche? C'est pour vous, monsieur Deroec. Oui, tout à fait. Alors, si j'ai dit tout à l'heure que la Normandie était membre de France Énergie Marine, c'est qu'effectivement, nous travaillons d'ores et déjà avec l'Université de Caen, avec le Centre sur la corrosion qui se trouve aussi à Cherbourg. Et par ailleurs, nous avons été un des membres fondateurs de CVO, qui était une initiative justement sur l'éolien, dont l'éolien en mer. Non, il y a des équipes de recherche normandes qui contribuent déjà fortement au projet de R&D, et en particulier, on a 3 projets sur l'hydrolien dans le raz Blanchard, des projets sur les questions de turbulences, soit induites par le fond, soit générées par l'état de mer, soit aussi les questions de transport sédimentaire. Et ces projets, il y a de
très nombreuses équipes en fait normandes qui y sont investies. Voilà, il y a côté du Havre, les questions de logistique, par exemple, sont des questions et des questions d'électrotechnique sont des questions qu'on va pouvoir traiter ensemble dans le cadre de nos projets. Merci. Voilà. À moins que vous ayez une précision apportée, Monsieur Chabert. Non, enfin, oui, simplement sur les plus faibles courants, un peu comme l'éolien, au fait, on commence par se positionner là où il y a le plus de courant, avec l'objectif, effectivement, après, d'aller plus loin dans des zones où il y en aura un peu moins. Donc, c'est vraiment la stratégie de développement, elle est identique. Et pour donner simplement un exemple sur les 3 projets dont parlait Yann Hervé, c'est à peu près 3 à 4 millions d'euros qui sont aujourd'hui opérés dans ces projets-là, en termes de projets de R&D, qui sont faits avec la Normandie, avec l'Université de Caen, avec un certain nombre d'acteurs et de PME normandes, sur ces questions durables en chat. Merci. Une autre question. C'est Monsieur Lamas qui lève la main. Voilà, ça sera la dernière question. Bonjour. Sur un plan d'échelle, que représente l'énergie que va produire l'ensemble de ces parcs pour avoir une idée plus précise Alors, cher Guillaume, pour vous répondre, j'avais préparé la question, je ne l'ai pas posée. Le grand champion de l'éolien reste l'Angleterre, avec 5% de la production de l'électricité qui provient de l'éolien offshore, 10% en 2020. On a vu tout à l'heure que l'éolien, ça serait 2023. Donc pour l'instant, on est à... En éolien offshore, en France, il n'y en a pas encore. C'est zéro. En construction, c'est zéro. Non, mais d'accord. Mais par contre, ces 3 gigawatts, c'est quand même donc l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires. Enfin, je veux dire, c'est quand même déjà tout à fait conséquent. Enfin, il n'y en a que 50 en France, hein, des réacteurs nucléaires. C'est beaucoup. Mais donc 6, c'est déjà en termes de transition énergétique. Dans 5 ans. Dans 5 ans. Soit 10% de la production du nucléaire. C'est ça? Oui, bah la transition, c'est un mix énergétique, mais l'an dernier, 90% des nouvelles installations de production électrique ont été dans le renouvelable. Et dans le renouvelable, il n'est pas homogène. Il n'y a pas que de l'éolien terrestre, il n'y a pas que du solaire. Il y a aujourd'hui aussi d'autres. Alors, il y a majoritairement les 2 premiers que j'ai cités, mais il y a des conditions pour lesquelles, effectivement, il y a un créneau pour les énergies marines renouvelables. Elles ont l'avantage, en ce qui concerne la question d'intermittence, qui est souvent donc opposée donc aux énergies renouvelables, d'avoir des plages, ce qu'on appelle des facteurs de charge, beaucoup plus importantes que ce que l'on peut trouver à terre. Donc voilà, c'est déjà un premier point. Et deuxième point, une prédictibilité meilleure aussi. Donc ça permet de pouvoir gérer les réseaux électriques avec plus de fiabilité en intégrant davantage d'énergie renouvelable. C'est tout à fait le cas pour l'hydrolien, puisqu'on sait les heures de marée, donc on sait quand sera le flot, quand sera le jusant et quand on va apporter du courant au réseau. Merci, messieurs. Merci Yann Hervé de Rouec, Christophe Chabert, on peut les applaudir. Philippe Deiss, Pierre Balmer et Dimitri Rogoff. Et merci Jean-Jacques, à tout à l'heure.